Allez, voilà, installez-vous vite parce que nous avons déjà pris du retard dans cette matinée. Il est 10 heures, il est presque 10h55. Donc nous allons commencer la session 6 de communication libre. La session sera présidée par le professeur Cécile Ficot qui se présentera. Et puis nous avons deux communications présentielles pour débuter. Les deux premières. Après, nous aurons des communications en visio et puis d'autres communications pour terminer par une visio. Voilà. Cécile, je te donne la parole. À toi. Merci Jean-Marie. Donc on va commencer cette session de médecine et santé tropicale, donc une session de communication libre. Je me présente rapidement. Je suis donc le professeur Cécile Ficot. Je suis médecin militaire et infectiologue à l'hôpital Bégin à Saint-Mandé. Juste pour l'organisation de cette session, afin que les orateurs présents sur place soient au courant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner les communications orales et à la fin, pour les 3 orateurs présents sur place, je vous inviterai à nous rejoindre sur l'estrade ou à rester à l'issue de votre communication pour qu'on puisse prendre les questions à la volée. Donc nous allons commencer cette session par une présentation de Loïc Epelboin qui nous vient de Cayenne, pour nous parler de l'épidémie de Covid-19 en Guyane, des variants, des vaccins et des peuples. Un titre riche et prometteur. À toi Loïc. Bonjour à tous. Merci à tous d'être là. Et je suis très content d'être au Pharo. J'ai fait plein de congrès, mais c'est la première fois que je suis ici. Voilà, donc je vais vous présenter un travail qui était au départ fait pour un colloque qu'on a organisé en mars dernier en Guyane, qui s'appelait Covid et société en Guyane et aux Antilles. Voilà, donc je l'ai adapté aujourd'hui, mais c'était ce que vous voyez, c'était l'affiche du congrès. Alors peut-être que c'est pas évident pour tout le monde où est la Guyane. Quand on traduit en anglais, on peut confondre la Guinée et la Guyane, vu que ça fait Guinéa et Guyana. Donc vous voyez que c'est pas sur le même continent. On est ici en Amérique latine, sur le bouclier des Guyanes. Et c'est un territoire français d'Amérique avec la Guadeloupe et la Martinique. Et vous verrez qu'il y a eu au niveau de la crise Covid des points communs avec ces territoires. J'ai tout à l'heure des collègues qui vont nous faire une autre présentation sur la Guyane, donc je ne vais pas spoiler la présentation sur la Guyane, juste pour vous dire, parce que c'est un impact aujourd'hui, que c'est très multiculturel, ce qui implique beaucoup d'adaptation en termes de santé. Je ne vais pas aller plus loin. Vous voyez juste, pour avoir une idée, que c'est environ 300 000 personnes qui vivent principalement sur la bande côtière que vous voyez au-dessus. L'épidémie de Covid en Guyane, ça c'est une petite courbe introductive qui va servir à ce que je vous donne quelques détails. Vous voyez, là on va de mars 2020, comme tout le monde, à peu près juillet 2022. Et vous allez voir qu'on a eu des vagues extrêmement différentes les unes des autres. La première vague que nous on avait appelée première vague, mais qui n'en était pas, vous étiez en pleine vague, c'était entre mars et mai 2020. Et c'était un moment très particulier pour nous parce qu'on n'a pas eu de cas. On a eu les 4 premiers cas guyanais qui sont arrivés à Saint-Laurent-du-Maroni, donc à l'ouest de la Guyane, et qui venaient du même endroit qu'un certain nombre de vos patients, c'est-à-dire l'église adventiste de Mulhouse. Ils sont arrivés chez nous et ça a été les premiers cas qu'on a vus en Guyane. Et puis pendant de mars à mai 2020, c'était le branle-bas de combat chez nous. On était sur le pont de 6h à 22h. On était en plein confinement, tout était fermé, il n'y avait plus de vie, mais on n'avait pas de Covid. Mais pourtant, on vivait le même confinement que vous, avec une chaleur un petit peu plus élevée. En tout cas, je parle pour ceux de France métropolitaine. Probablement pour les collègues africains, vous aviez une chaleur équivalente à la nôtre. Et puis, voilà, alors c'était très particulier, ce que je vous disais ici. Et puis en plus, comme tout le monde, on n'avait pas de PCR, donc on ne savait pas très bien qui on pouvait tester, pas tester. On avait peu de masques et on ne comprenait pas très bien ce qui se passait. La deuxième vague, qui en fait est la première vague, donc à partir de maintenant on va dire la première vague, est arrivée. Et malheureusement ça a été un peu caricatural parce que finalement c'est effectivement la vague qui est arrivée de l'étranger. Vu que vous voyez cette carte ici, ce que vous voyez de la Guyane ici, c'est le Brésil qui est là, le Suriname qui est là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est arrivé à partir de cette ville, Saint-Georges, que vous voyez ici, qui est la frontière brésilienne. C'était vraiment quelque chose de très particulier. Au début, le Covid n'était que dans cette ville, à la frontière brésilienne, avec les frontières qui avaient été fermées, des frontières évidemment complètement poreuses, vu qu'il s'agit de fleuves de plusieurs centaines de kilomètres. Ici, vous nous voyez sur place, où on allait dans les quartiers les plus défavorisés pour essayer de contrôler une épidémie dont on a su après qu'elle était de toute façon complètement incontrôlable. Et c'est de là qu'est partie cette première vague.
Cette première vague qui a duré 2 mois à peu près et qui a eu un véritable impact sur le système hospitalier. On a dû passer à quadrupler le nombre de lits à l'hôpital. Et en plus de ça, on avait une épidémie en même temps de dingue qui arrivait à ce moment-là, 2020-2021, et aussi de leptospirose à cause des précipitations très importantes. Alors évidemment, pas des nombres cataclysmiques comme il peut y avoir dans d'autres pays, mais en tout cas, ça nous a beaucoup impacté. Beaucoup d'hospitalisations, quelques décès, ça commence à marquer les esprits. Troisième vague que vous voyez ici, de novembre 2020 à janvier 2021. Celle-là, on l'a à peine vue passer, elle était très étonnante, c'était la dernière vague au virus historique. Et puis là, ça a commencé à rebouger un petit peu. Et là, on a vécu l'enfer pendant plusieurs mois et on a eu une vague d'un variant que vous n'avez pratiquement pas eu, qu'on a appelé le variant brésilien au départ. Le variant gamma, alors vous imaginez dans la tête, la première vague est arrivée par le Brésil, la troisième vague c'était le variant brésilien, heureusement qu'il a changé de nom entre temps, mais c'est vrai que c'était un petit peu particulier, et puis ça a enchaîné ensuite avec la vague suivante, la quatrième vague qui était la vague Delta, qui nous est arrivée cette fois-ci, plutôt d'Inde, puis d'Europe, puis chez nous, et avec ça a été beau, il y a eu moins de lits ouverts, mais ça a été en permanence tout le temps. On n'avait que du Covid, que du Covid, que du Covid. Différent de la première vague parce que les autres services avaient repris du service et donc il a fallu qu'on s'adapte avec beaucoup moins de personnes disponibles pour prendre en charge les patients, un personnel déjà médical, etc., paramédical, pas mal épuisé. Donc ça a été très particulier, cette très très longue vague gamma-delta. Et à l'inverse, la cinquième vague, celle-là on ne l'a pas vu passer. Vous voyez qu'on a eu un nombre de cas cataclysmiques, mais pratiquement pas d'hospitalisation. Et ça, voilà, ça a donné de l'eau au moulin de pas mal de gens, comme vous allez voir ensuite, notamment autour de tous ces affrontements qu'il y a eu autour du vaccin. Là, vous voyez représenter certaines scènes du carnaval guyanais qui a dû être annulé pendant 2 ans, sachant que c'est vraiment un moment très très important de la vie de la Guyane. L'annuler, c'est vraiment quelque chose de très fort symboliquement. Et puis il y a eu le vaccin, janvier 2021, et il a fallu le mettre en place. Et alors là, ça a été vraiment toute une histoire. Il y a eu beaucoup de choses, donc je vais vous raconter en quelques mots comment ça s'est passé, les différents enjeux, les affrontements, etc. Vous voyez donc cette Guyane, cette Guyane avec Cayenne que vous voyez ici, Kourou qui est juste à côté, Saint-Laurent-du-Maroni qui est là, les 2 fleuves frontières avec un peu peuplé de ce côté-là, un peu plus peuplé là, et puis le grand vide au milieu. Des villes de 10 000 habitants comme Maripasoula qui peuvent se rejoindre soit par fleuve, 2 jours de pirogue ici, soit par avion. Mais on est à une période où il n'y avait plus beaucoup de vols intérieurs à cause de l'arrêt des vols par Air Guyane du fait des confinements et des couvre-feux multiples. D'autres villes comme Saül, c'est uniquement par avion qu'on pouvait y aller. Ici, c'est soit par hélicoptère, soit par la pirogue en 2 à 3 jours selon la saison sèche ou saison des pluies. Et donc, il fallait amener par là-bas un vaccin qui se conservait au départ à moins 80 à la pharmacie de l'hôpital, puis ensuite à moins 20, le tout dans des conditions très particulières. On a fait des tentatives avec des loctags, vous savez, cette sorte de thermomètre qu'on met dans les glacières, qui faisait 5 heures de pirogue entre deux villages, et puis on regardait à la fin, ça marchait pas du tout, même dans la glacière bourrée de glace, ça tenait pas. Et puis il a fallu aussi faire avec des peuples qui ne croyaient pas forcément au vaccin, et c'est un euphémisme. Ça, c'est un bouffal, mais c'est juste, vous voyez, il s'est passé plein de choses chez nous. Et il se trouve qu'on a probablement été le territoire de France le plus en avance sur le vaccin. On a eu tout de suite le vaccin ARN. On n'a pas du tout eu les autres qui finalement se sont avérés probablement pas adaptés à cause de la conservation. On a eu très vite une ouverture à une part très large de la population. Très vite, on a pu vacciner les plus jeunes. On n'était pas limité ni aux soignants, ni aux plus gros facteurs de risque. On a été beaucoup plus vite que les autres, sauf que ça ne marchait pas parce que les gens ne se vaccinaient pas spécialement. Et donc, il a fallu partir un peu partout. Donc là, vous voyez des photos de différentes équipes, Croix-Rouge, l'hôpital, Saint-Laurent, etc., qui partaient ici, à Grand-Santi, sur le Maroni, ici, sur le fleuve Oyapock, à Camopi, chez les Amérindiens, chez les Bushinangés, pour aller convaincre les gens que si le vaccin pouvait avoir un intérêt. Plein d'outils, ça c'est une réponse à certains politiciens qui ont refusé de faire appel à la vaccination en disant qu'on n'avait pas fait assez, et notamment qu'on n'avait pas fait de messages dans les langues locales. Donc un certain nombre de messages, de vidéos, etc., qui avaient été faits dans toutes les langues de Guyane, amérindienne, comme le Moyen-Âge, Djouka, c'est les Noirs marrons, le brésilien, etc., le créole, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Vous voyez des affiches de l'ARS qui étaient faites dans différentes langues, même en Hmong, vous savez qu'on a une population ici d'Asie du Sud-Est en Guyane. Les fake news qui circulaient avec certaines qui étaient vraiment, certaines les mêmes que vous, on vous rappelez quand il y a eu le premier vaccin russe qui est arrivé, où on voyait quelqu'un se transformer en cheval puis qui se mettait à parler russe, tout ça. Nous, on a eu des choses comme ça chez les Amérindiens. On nous disait que le vaccin était fait avec du sang de ver de terre, que le vaccin est transformé en cochon ou en vampire, parce qu'on a aussi la chance d'avoir les chauves-souris vampires par chez nous. Ensuite, les trucs classiques, Big Pharma qui empoisonne, etc.
qu'il y a des vaccins pour les riches, pour les pauvres, qu'il y avait le tatouage 666. Même les Amérindiens de l'Oyapock qui connaissaient l'histoire du 666. Moi, j'étais étonné. Enfin, vous voyez qu'on a vu beaucoup de choses. Bolsonaro, vous savez que notre voisin brésilien, son président, c'est Bolsonaro, et tout le bien que j'en pense, qui a dit que ça donnerait des femmes à barbe et des peaux de caïman. Ça peut peut-être plaire, hein, on ne sait jamais. Voilà, donc beaucoup de choses qui circulaient. Toute une logistique, ça je vous en ai parlé un petit peu, alors je vous ai mis des photos. C'est Eric Pichard hier qui se moquait de moi en me disant tu fais toujours des diapos avec plein de photos, on n'a pas le temps de les voir, ben, j'en suis désolé. Vous voyez là une glacière qui arrive sur l'Oyapock par hélicoptère, ici qui arrive par pirogue sur le Haut-Maroni. Là il y a eu une inondation concomitante à Camopi. Voilà, donc vous voyez un peu partout, on est allé avec nos glacières. Le fameux Loctag dont je vous parlais, là, le thermomètre qu'on a dans nos glacières, qui permettait de voir que parfois on dépassait largement la température qu'il fallait respecter pour les vaccins. En plus, au départ, les vaccins, on pouvait les garder que 5 jours au frigo. Après, on s'est aperçu qu'on pouvait les garder 28 jours. Donc voilà la politique qui s'en est mêlée, parce que si vous prenez Saint-Georges de l'Oyapock à la frontière brésilienne, ça a été un vrai paradoxe, parce que les Guyanais Saint-Georgiens, ils ne voulaient pas se faire vacciner. Mais par contre, en face, on a une ville de 30 000 habitants au Brésil et on a un État de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Et les Brésiliens, eux, par contre, ils voulaient se faire vacciner parce que ils étaient tombés comme des mouches à Manaus, à Belém, etc. Et que les Brésiliens, ils voulaient se faire vacciner. Donc en fait, il y a eu des traversées massives de cette frontière fermée par les Brésiliens qui venaient se faire vacciner à Saint-Georges. Des gens qui venaient du fin fond de l'Amapá et du Pará pour se faire vacciner, qui payaient des centaines d'euros pour venir se faire vacciner en Guyane parce qu'au Brésil, les vaccins n'étaient pas disponibles. Et avec ce que ça a provoqué, vous imaginez les Brésiliens qui viennent piquer le vaccin des Français, mais en même temps, les Français guyanais ne veulent pas se faire vacciner, donc tout un truc. Là, vous voyez, on est en plein pour parler ici. Là c'est moi avec le responsable du centre de vaccination de Saint-Georges. Ça, c'est le préfet de Guyane. Ça, c'est la directrice de l'ARS. On nous a mis les gendarmes 24 heures sur 24 devant le centre de santé pour empêcher les Brésiliens de se faire vacciner. Enfin, c'était toute une histoire. Voilà, d'autres qui ont contribué à leur façon. Donc ça, c'est le Super U du Saint-Laurent-de-Maroni qui, pour favoriser la vaccination, proposait un bon d'achat de 5 euros. Il paraît que la directrice de l'ARS était plutôt d'accord au début, mais ensuite elle s'est aperçue que c'était probablement une erreur politique. Les syndicats qui s'en sont mêlés, nous on a des syndicats qui sont bien péchus comme il faut chez nous, même parfois un peu à la limite de la tolérance, mais je ne vais pas m'étendre parce que la dernière fois que j'ai parlé de ce genre de choses dans un congrès, j'ai un petit procès qui m'attend en Guyane, mais je vous en parlerai juste après. Mais vous voyez, tu es contre l'obligation vaccinale, qu'attends-tu pour te mobiliser, qu'attends-tu pour nous rejoindre? Ça, c'était affiché sur l'hôpital de Kourou. Clara, c'est Clara Debord, la directrice générale de l'ARS. La médiocrité n'est pas une fatalité, libérer les médicaments, ivermectine, Zitromax, chloroquine. Je parle d'hydroxychloroquine à Marseille, quoi. La Guyane, levez-vous pour combattre, la réfléchissez contre la vaccination, etc. Je vous en ai mis d'autres, hein, j'adore. Il se trouve que la directrice de l'ARS avait dit que, dans une déclaration au public, elle avait expliqué que, attendez, son truc, c'était les anti-vaccins sont comme les petits lapins dans les phares de la voiture avec vous avez appelé ça comment hier? L'infodémie anti-vax. Et donc voilà, donc ça a fait sur les réseaux sociaux l'histoire des petits lapins, ça a fait long feu, vous pouvez voir. Nous les petits lapins, nous sommes en effet terrorisés par les effets secondaires de cette thérapie génique. Trouble de l'érection, vous avez mis trouble de l'érection en premier. On n'est pas en Guyane pour rien. Troubles menstruels, fausse couche spontanée, machin, AVC, allergie, hémophilie, épilepsie. S'il te plaît, Carinou, lâche-nous. Tout ça, c'était affiché à l'hôpital de Cayenne. Non à la thérapie génique, on n'est pas des cobayes. Voilà cette image qui a beaucoup circulé où on voit donc une femme qui représenterait la Guyanaise opprimée qui empêche le médecin métropolitain de venir vacciner son enfant. Bon, on s'est aperçu qu'en fait c'était un truc qui avait complètement été récupéré puisque c'était récupéré des Antilles et du mouvement. Et cette image était ressortie, vous vous rappelez, c'était courant 2020. Il y a un chercheur français qui a dit qu'on allait faire de la vaccination, faire des tests sur la vaccination Covid en Afrique. Et donc en fait ça venait de campagne en Afrique quand il y a eu cette levée de bouclier où un certain nombre d'Africains se sont levés en disant non mais attendez, on n'est pas votre champ d'expérimentation. Et donc ça en fait ça venait d'Afrique. Et tout ça en fait on a fait des recherches, ça vient d'un film dominicain où en fait là vous avez une dame haïtienne qui essaye de lutter contre le flic dominicain qui veut l'expulser. Donc en fait ça n'a absolument rien à voir. Mais c'est vrai que cette image elle était quand même ultra violente parce que nous on considérait qu'en vaccinant on n'allait pas spécialement contre la santé des gens, mais ça a été quelque chose d'un peu compliqué. Voilà, bon là je vais pas tout vous lire, mais ils ont beaucoup focalisé comme partout ailleurs sur la vaccination des enfants. Ça c'était au Carrefour, dans les rues, un peu partout, on voyait ça. Papa, maman, soyez responsables, c'est pas vous qui décidez, c'est vous qui décidez, pas l'État. Non à la vaccination des enfants. Vous nous tuez, j'ai à museler, à vacciner, donc stériliser, handicapés et à tuer les enfants. Enfin, je pense qu'on a tous connu ça partout, chacun dans nos pays, chacun décliné à nos façons, mais c'est vrai que c'était vraiment un mouvement très important ici.
De l'autre côté, l'ARS qui s'y est mis aussi avec des campagnes pro-vaccination. Mais mes amis et collègues sont là, elles peuvent dire comme moi qu'au départ on n'a pas très bien compris ces affiches, où il y avait des grandes affiches dans Cayenne et dans toute la Guyane avec écrit "Nous sommes 85 000", où on voyait des gens en train de faire des barbecues, en train de se mettre au bord de la plage, tout ça. On a fini par comprendre que 85 000 c'était le nombre de personnes qui avaient été vaccinées à ce moment-là. D'ailleurs, un mois plus tard, il y a eu une autre campagne de vaccination, "Nous sommes 91 000". Donc ça y est, comme nous on met un peu de temps à réagir, on a fini par comprendre. Bon, et ce qui était marrant, c'est qu'il y a eu une autre campagne d'affichage juste après. Celle-là, elle a été méga polémique. Celle avec les 85 000, elle n'a pas du tout été polémique. Mais la suivante, on n'a jamais très bien su d'où elle venait. On dit que c'est l'ARS qui l'a financée, mais on ne sait pas. Et ça, pour le coup, c'était des trucs, ça a fleuri partout en Guyane. Et c'était clairement un mouvement super anti-anti-vax, avec bande de comiques, on est dernier, en référence au fait qu'on était le chiffre de la population la moins vaccinée de toute la France. Il faut que les gens soient responsables. Un piqué de jupe avec Max, ça c'est en référence avec les danses du carnaval, où comme on ne pouvait plus aller au carnaval, et ben, il fallait se faire vacciner pour y aller. Et sinon, tu sais ce qu'il y a dans les nuggets, en référence aux gens qui voulaient absolument savoir ce qu'il y avait dans les vaccins alors qu'ils ne savaient pas ce qu'il y avait dans leurs nuggets. Finir tout nu à l'hôpital de Cayenne, bon ça nous a fait marrer, parce qu'effectivement, même nous qui sommes médecins là-bas ou soignants là-bas, ça ne nous amuse pas. De l'ARN, du sucre, du gras, de l'acide, enfin vous voyez, ou bande de comiques, on est dernier. Bon, j'en rigole, mais clairement, il y a une partie de la population qui a clairement mal pris cette campagne de pub agressive, et à juste titre. Mais en tout cas, bon, c'est vrai que nous qui étions un peu des deux côtés, bon, on regardait ça. Les politiques s'en sont mêlés. Depuis, il n'a pas été réélu. Mais vous voyez ici le président de la collectivité territoriale, Rodolphe Alexandre, et 2 députés. Il y avait un projet que Karine Lacombe vient de mettre en place, une étude sur le plasma des patients convalescents. Et là, c'est parti complètement en sucette avec des propos ultra violents sur "on n'est pas un centre d'expérience thérapeutique", tout ça. Enfin, et donc, tout d'un coup, cette histoire de guéguerre entre le professeur Raoult d'un côté et le professeur Lacombe de l'autre qui s'est mis à la page en Guyane, avec les politiques qui ont clairement pris la parole en disant "Madame Lacombe n'est pas la bienvenue" en Guyane. Et pendant ce temps-là, vous voyez le président de la CTG en visioconf avec le professeur Raoult, enfin des sortes d'opposition un peu particulière. Vous avez peut-être entendu des autres, Christiane Taubira, qui a choqué tout le monde en disant qu'elle n'appelait pas les Guyanais à se faire vacciner. Elle justifiant qu'elle n'appelait pas au vaccin parce qu'elle n'était pas une politique de Guyane, et même si elle était guyanaise. Vous avez une sénatrice qui est l'ancienne maire de Cayenne, qui est maintenant sénatrice, et qui a été raconter des choses relativement peu justes à la télé en disant qu'elle avait des gens qui étaient morts du vaccin autour d'elle, etc. Ou des gens qui étaient vaccinés, qui étaient morts du Covid dans les suites, donc ça n'a pas aidé. Le président de la collectivité territoriale de Guyane, qui lui-même a dit qu'il ne pouvait pas encourager les Guyanais à se faire vacciner. Ça a beaucoup choqué aussi, parce que c'est quand même le président pour notre région. Et puis un sénateur qui a dit "on y va", le maire de Kourou qui a dit si, il faut y aller, il faut se faire vacciner, enfin toute une histoire. Et j'ai quasiment fini. Des mouvements relativement violents, un peu comme ceux dont je vous ai montré tout à l'heure avec les syndicats. Là, vous voyez un mouvement qui s'est appelé la Caravane de la Liberté. On ne savait pas très bien quelle liberté il représentait, savoir quelle liberté, celle de se faire vacciner ou pas se faire vacciner, et avec des choses un peu agressives. Cette dernière diapositive que j'ai un peu modifiée pour l'occasion, parce que c'est celle-là qui me vaut d'avoir des petites poursuites à l'heure actuelle. Vous avez Trop Violence, qui est une association principalement tenue par Madame Yvan Goua et Monsieur Olivier Goudet, qui sont une association très militante depuis les mouvements sociaux de 2017 et qui se sont clairement positionnés contre les vaccins, contre les essais thérapeutiques, contre plein de choses, et qui, à chaque fois qu'ils vont un peu à la confrontation avec des policiers, se retrouvent au tribunal et utilisent des symboles très forts pour montrer qu'ils sont les opprimés d'un système colonial, etc. Donc là, vous voyez Monsieur Goudet déguisé en esclave qui sera en tribunal, ici aussi. Et c'est pour ça que j'avais fait cette diapositive où je comparais les costumes avec les costumes du film Case Départ. Ça m'a valu évidemment des injections de racisme, etc. Mais vous voyez qu'il utilise d'autres symboles. Là, c'est plutôt mode Che Guevara avec le béret, l'étoile rouge. Ici, c'est la tenue traditionnelle des Noirs-Marrons du fleuve Maroni. Là, c'est une confrontation avec le préfet qui a fait beaucoup parler d'elle chez nous, pour que finalement, Madame Goua et Monsieur Goudet aillent aux élections législatives, et ils sont quand même été jusqu'au 2e tour, mais ils ne sont pas passés au 2e tour. Voilà, donc c'est vrai qu'on a tous vu ça, des mouvements sociaux qui finissent à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est ma dernière diapositive. Au final, aujourd'hui, je vous ai fait un panel qui est incomplet, évidemment, et qui par le prisme de ma propre expérience. Mais voilà, je pourrais vous faire un topo pendant 3 heures s'il le fallait. Aujourd'hui, on reste les bons derniers de tout le territoire français, avec 40% à peine de primo-vaccination complète. Ce que me répond
répondrait probablement certains de mes collègues qui ne sont pas vaccinés, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Covid en Guyane ou pratiquement pas, que ça n'a pas l'air de remonter, qu'il n'y a plus d'hospitalisation et les quelques Covid qu'on a, c'est des rhumes. C'est le fameux Omicron. Alors je ne vous ai pas mis ça, maintenant on a le BA5 qui a pris toute la place et qui globalement a arrêté d'avoir un impact sur la société. Alors on verra bien quelle est la suite. Je pense qu'on est tous là à se demander est-ce que ça y est, on en a fini avec le Covid et ses variants, ou est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver bientôt, sachant qu'encore une fois, nous on est à 40% de vaccination, quand vous êtes plutôt à 90%. On verra bien. J'ai pas du tout envie de donner tort si les anti-vax ont raison pour finalement dire que voilà, on n'aura plus de Covid et qu'ils ont bien fait de pas se faire vacciner. L'essentiel, c'est qu'on n'ait plus de Covid. Voilà, je vous remercie, j'ai fini, puis des petites affiches sur la Guyane. Merci Loïc, merci de n'avoir dépassé que de 2 minutes les 15 minutes que je t'avais accordées dans ma grande mansuétude. On va passer donc à la communication suivante. Donc on va rester justement dans la communication avec une présentation de Bernard Sêtre sur la communication fondée sur les représentations de la population. Merci. Bonjour, merci. Écoutez, ma présentation tombe vraiment, enfin plutôt la présentation de Loïc et Paul Bouin avant la mienne tombait vraiment à point parce que je crois que ça va parfaitement s'enchaîner. Voilà, alors juste d'abord pour bien éviter les malentendus, je parle de communication en santé, ou communication santé. Je ne parle pas de la communication des laboratoires pharmaceutiques et de la communication, on doit dire corporate pour faire bien, si on veut faire français on va dire institutionnelle, ni de la communication politique. Quand Emmanuel Macron faisait les discours qu'il a fait pendant le Covid, c'était de la communication politique, appliquée à un domaine de santé. D'accord ? Donc voilà, bien pour éviter les malentendus. Alors, qu'est-ce que la communication en santé ? Alors d'abord, je vais surtout me définir par rapport à quelque chose que l'on connaît et que tout le monde fait, qui est l'information. Eh bien, le but de la communication en santé, ce n'est pas d'informer. Je parle bien du but. Le but de la communication en santé, c'est d'obtenir des changements de comportement. Alors quand je dis ça, habituellement, les gens sursautent, j'ai eu des discussions à la pause, ah bon, changement de comportement, etc. C'est pas forcément ça. Si on y réfléchit, j'ai pas le temps de m'étendre maintenant, la communication en santé, c'est toujours chercher à obtenir un changement de comportement. Mettre un préservatif, se faire vacciner ses enfants, changer son hygiène de vie, etc. Donc, ça a 2 conséquences. L'information doit être subordonnée à la stratégie de communication, puisqu'on informe dans le but d'obtenir un changement de comportement. Et deuxièmement, et ça c'est quasiment jamais fait, évidemment les comportements, c'est une composante essentielle de la réponse à n'importe quel problème sanitaire. Bon, Covid-19, en mangeant de mettre un masque, se faire vacciner, etc. Et donc, la communication, elle devrait aussi être considérée comme une composante de la riposte, ce qui est très rarement le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de la communication sur la riposte. Or, la communication devrait être considérée comme une composante de la riposte, au même titre que la logistique de la chaîne du froid pour les vaccins, par exemple, ou évidemment la distribution des vaccins. Ce qui change beaucoup de choses. C'est-à-dire que bon, mais on reviendra là-dessus éventuellement plus tard si vous voulez. Alors, maintenant, je vais faire comme notre ami modélisateur l'autre jour. Je ne vous demande pas de fermer les yeux, gardez-les ouverts tout de suite. Vous avez des images qui viennent d'apparaître sous les yeux. C'est en pleine période de recommandation du masque, à l'automne 2020, dans différents pays d'Afrique de l'Ouest. Alors ici, pour la petite histoire, c'est un meeting de la Première Dame. Quasiment personne ne porte de masque. Les seuls qui les portent, c'est les policiers, et encore beaucoup sur le menton, on ne voit pas bien sur l'image. Bon, mais quasiment personne ne porte de masque. Donc je vais vous demander de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire là, en communication santé, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise aux gens, parce que là, visiblement, ils n'appliquent pas la consigne. Vous voyez, dans les transports en commun, notamment dans ces pays-là. Bon. Je ne vais pas faire une interrogation, on ne va pas faire une présentation participative, on n'a pas le temps, vous gardez ça dans votre tête. Alors vous allez vous dire, ils n'ont pas eu les messages. Les messages ne sont pas passés, on ne leur a pas dit qu'il fallait porter les masques. Alors nous avons mené une étude qui a été publiée dans MTSI, dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Eh bien voilà, avez-vous entendu le message « porter un masque » ? Vous voyez, quasiment tout le monde. Quasiment tout le monde a entendu le message. Alors là, vous dites, bon, vous posez-vous toujours la question, qu'est-ce qu'on va leur dire aux gens ? Ils n'ont pas compris. Enfin, ils n'ont pas compris. Alors, il y a beaucoup d'illettrés, donc évidemment, ils comprennent moins bien que nous, les lettrés, etc. Ils n'ont pas compris pourquoi il faut porter les masques. Alors nous, on a posé une seconde question, qui est,
Trouvez-vous ce conseil utile pour se protéger contre le Covid-19 ? Eh bien là, vous voyez que la réponse est très élevée. Il y a des pays où c'est quasiment tout le monde qui pense que porter un masque, c'est un conseil utile pour se protéger du Covid-19. Mais ils ne portent pas de masque. Donc ce que je veux, à travers les différents exemples que je prends, c'est vous montrer que la communication santé, c'est plus compliqué que ce qu'on pense habituellement. Ce n'est pas si simple. Alors, donc, pourquoi, quelles sont les raisons qui peuvent les inciter à ne pas porter de masque? Alors, on a différentes réponses qu'on a pu trouver. D'abord, beaucoup de gens pensent que alors je parle des pays d'Afrique de l'Ouest, hein, beaucoup de gens pensent que le Covid-19 existe, mais pas dans leur pays. Donc, s'il n'y a pas le Covid dans mon pays, ils ne pensent pas que le Covid est une fake news, ça n'existe pas, hein, mais pas dans leur pays. Donc, s'il n'existe pas dans mon pays, pourquoi je mets un masque? 20% seulement, dans notre étude, savent que des personnes asymptomatiques peuvent transmettre le virus. Donc, s'il n'y a que les malades qui peuvent me transmettre le virus, tant que je ne vois pas de malade, pourquoi je vais mettre un masque? Maintenant, en plus, d'après une enquête faite par d'autres gens, 11% seulement des gens connaissent quelqu'un qui a eu le Covid-19. Alors, vous voyez, là, maintenant, ça va faire réduire de plus en plus la raison de porter un masque. Et, par ailleurs, par exemple, sur les groupes à risque, les facteurs de risque sont mal connus. Moins de la moitié des gens de plus de 60 ans savent qu'ils sont à risque. Alors vous voyez, quand on met tout ça bout à bout, l'axe de communication, ça ne va pas être de dire aux gens « portez un masque, c'est utile pour se protéger du Covid-19 ». Non, ben ça, ils le savent. C'est « pourquoi vous devez vous protéger contre le Covid-19 » parce qu'il existe, il est dans votre pays, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je vais prendre d'autres exemples, tiré d'études que j'ai menées avec d'autres différentes équipes sur place. Par exemple, une fois, on m'a demandé de travailler sur la communication pour augmenter le dépistage de la tuberculose en Côte d'Ivoire. On a fait une étude préliminaire, rencontré beaucoup d'acteurs de terrain, qui nous disaient c'est les tradipraticiens, le recours aux tradipraticiens qui freine le recours à la médecine moderne pour le dépistage de la tuberculose. Nous avons mené une enquête, et les résultats ont été surprenants. Voilà. Selon vous, est-il nécessaire de solliciter un tradipraticien lorsqu'une personne est atteinte de tuberculose? 73% non. Les médicaments traditionnels sont-ils efficaces contre la tuberculose? 71% non. À quel type de médecine recourez-vous? 88% en cas de tuberculose. Hein. La médecine moderne. Et donc, la médecine traditionnelle n'est pas le principal frein dans la démarche de dépistage. Alors, il y a bien des freins dans la démarche de dépistage. Hein. La disponibilité des tests, la logistique, etc. Je ne parle pas de ça. Je parle des intentions des gens. Hein. Dans les intentions exprimées. Je ne parle pas... on n'a pas interrogé des gens qui ont eu la tuberculose pour savoir s'ils sont allés voir les tradipraticiens. On est dans l'intention des gens, ce qui est le domaine dans lequel je travaille en tant que communication. Mais vous voyez donc, ce n'est pas les tradipraticiens qui sont l'obstacle dans l'intention exprimée des gens de se faire dépister de la tuberculose. Un autre exemple, en RDC, un travail sur la recommandation de l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, que vous connaissez. La grande majorité des femmes connaissent le message. Elles savent qu'il faut donner uniquement du lait maternel jusqu'à 6 mois. Mais voilà ce que ça donne à 5 mois, en fait. À 5 mois, beaucoup ont arrêté l'allaitement exclusif. Et en fait, les chiffres qui sont là sont sous-estimés parce que ces chiffres sont obtenus par des enquêteurs de l'UNICEF qui arrivent dans des véhicules du ministère de la Santé, etc., dans des villages. Et vous imaginez qu'un bon nombre de gens donnent la bonne réponse. Donc la réalité est bien pire que ça. Hein, il y a beaucoup de bébés, enfin on l'a vu, qui, dès la première semaine, on leur donne de la bouillie. Hein. Alors, donc on s'est demandé pourquoi les femmes connaissent la recommandation, ne l'appliquent pas. Il y a différentes raisons, et des raisons qui sont sensées, elles ne sont pas stupides ces raisons. Par exemple, nous on boit de l'eau en Afrique, il fait chaud. Si je ne donne pas d'eau à mon bébé, ça va être mauvais pour lui, il faut que je donne de l'eau. Ou bien mon lait n'est pas assez nourrissant, c'est que du lait, il faut lui donner de la nourriture, je mets de la bouillie, etc. Donc des raisons qui ne sont pas stupides, qui sont évidemment erronées. Et donc la stratégie de communication, ce n'était pas de dire une fois de plus, ne donnez que du lait parce que ce que vous faites, ce n'est pas bon pour votre bébé. Elles l'ont entendu 10 fois, si on le dit une 11e fois, ça ne va rien changer. Donc c'était de répondre.
Je ne vais pas m'étendre ici sur la façon dont nous l'avons fait, mais expliquer que dans le lait, il y a de l'eau, dans le lait, il y a tous les nutriments, etc., etc. Un autre exemple, pareil, un programme de soutien aux femmes enceintes. Donc, la visite prénatale le premier trimestre était peu respectée. C'était dans un endroit très reculé de la RDC, au fin fond de la campagne. Donc les visites prénatales au premier trimestre étaient très peu respectées. Ce qu'on a vu à travers une enquête anthropologique, c'est qu'en fait, beaucoup de gens pensent que la grossesse n'a commencé que quand on sent les mouvements du bébé. Donc pourquoi aller à une visite prénatale, puisque je ne sens pas les mouvements de mon bébé? Donc il ne suffit pas de dire aux femmes, allez-y dès le premier trimestre. Alors on a fait des outils de communication où on a mis, vous savez, les petits dessins classiques des classes de CM2, où on voit l'embryon qui est de la taille d'un grain de riz, et puis petit à petit l'embryon, le fœtus devient de plus en plus gros, etc., etc., pour expliquer aux femmes que dès l'aménorrhée, la grossesse avait commencé. Maintenant, je vais venir à quelque chose de plus général, après ces aspects un petit peu anecdotiques, enfin parcellaires en tous les cas. La poliomyélite. Eh bien, il y a de ça, enfin en 1988, donc il y a 34 ans, l'OMS a lancé la campagne d'éradication de la poliomyélite pour l'an 2000. Alors ensuite, l'objectif a été repoussé à 2002, 2004, 2005, etc. Et aujourd'hui, la poliomyélite n'a toujours pas été éradiquée, alors que tous les critères biologiques étaient réunis. Alors, je ne vais pas parler ici des aspects virologiques liés au virus, des aspects liés au vaccin, etc., qui sont des aspects complexes. Moi, je me concentre sur l'aspect communication, bien évidemment. Alors, la première raison de cet échec